Vitrine de la vieille Europe, Amsterdam semble parfois figée dans le temps. Si elle est aujourd'hui si tolérante et libérée, c'est parce qu'au XVIIe siècle, la capitale de la Hollande fut un refuge pour les intellectuels et les persécutés. Aujourd'hui, le meilleur moyen de sentir la ville, c'est de faire comme tous ses habitants. Nous sommes dans la vieille ville, là? C'est ça, oui. D'ailleurs, ici, cela ressemble beaucoup à ce qu'était la ville il y a 400 ans. Ah oui, vraiment? Oui. Que reste-t-il alors? L'architecture, peut-être? Oui, l'architecture a peu changé. C'est vraiment très beau, les vieux ponts, les anciennes maisons, et bien sûr, ce pourquoi la ville est si connue, ces canaux. Bien sûr. Je plonge donc au cœur de l'âge d'or d'Amsterdam pour comprendre les origines de cette ville et la raison pour laquelle elle était en avance sur son temps. Bonjour, c'est Sophie. Avec Pongo, je suis partie pour un long voyage. Je ne vois pas, alors le monde, je vais le prendre à bras le corps. Le sentir, le toucher. Mais surtout, je vais vous faire partager mes rencontres et vous faire découvrir le monde différemment, en le regardant dans les yeux des autres. Au XVIIe siècle, Amsterdam est la plus grande ville de la République des Provinces-Unies, les actuels Pays-Bas. Leur empire s'étend alors sur les 5 continents. Ces territoires ont été conquis par la flotte néerlandaise, la plus puissante de l'époque. Pour mieux appréhender les clés du succès de la marine hollandaise, je vais sur un chantier naval où l'on construit des répliques de ces vaisseaux. Marco en est le maître d'œuvre. À gauche, mon chat. À gauche, pas là. Bonjour. Bonjour Sophie. Donc ici, vous construisez des répliques de bateaux? Oui, c'est un bateau de 50 mètres environ. D'accord. Et là, nous sommes en face d'une maquette, d'une échelle de 1 à 10. Donc tout ce qui se trouve dehors est 10 fois plus grand. Je peux toucher le modèle? Bien sûr. Venez par ici. Juste à droite, voilà. Là, vous pouvez toucher la charpente. Et ça sera sous le bateau, pour soutenir l'ensemble. Oui, ça c'est une des poutres. Et sur le vrai bateau, il y en aura 60 comme ça. Je peux... Bien sûr. Je vais vous faire toucher la poupe du bateau. Montrez-moi. Ça s'appelle le miroir. Le miroir. Oui, du bateau. C'est juste là et vous pouvez sentir que la poupe est plate, Oui. comme un miroir. Quel bois est-ce? C'est du chêne. Et au XVIIe siècle, on utilisait aussi du chêne? Oui. Au XVIIe siècle, on n'utilisait que du chêne. C'est parfait pour la construction, c'est un bois solide qui ne s'abîme pas. Même dans l'eau. Même dans l'eau. Et pourquoi faire une maquette? C'est très utile. Ça nous permet de mieux nous préparer. La structure d'un navire est très complexe. Tout est rond, rien n'est droit. Donc, ça rend la poupe et la proue très délicates à édifier. Faire un modèle en 3 dimensions nous permet de voir ce que ça peut donner en réalité. Et comment avez-vous su comment ce bateau a été fabriqué? Nous avons retrouvé des livres de témoins de la construction. Nous avons aussi bien sûr des tableaux de l'époque et également des dessins sur lesquels, par exemple, on peut voir le travail des sculptures. Je peux d'ailleurs vous en montrer une. Pourquoi pas? Donc sur votre droite, oui, ça c'est le pied du lion. Ah oui, un très très gros lion. Plus haut, plus haut. Je suis trop petite pour atteindre sa tête. Il porte une couronne. Ah oui, une couronne, je la vois. Si vous allez un peu plus devant, vous pouvez sentir, oui, un peu plus haut, vous pouvez sentir sa tête. Son nez, oui.
Il a l'air pas énervé, mais plutôt intrépide. Forcément, c'est un bateau de guerre. En 2 siècles, les chantiers néerlandais auront produit 1367 navires, dont la moitié à Amsterdam. Le vaisseau Les 7 Provinces était l'un d'entre eux. Et maintenant, je vais vous montrer la vraie poupe du bateau, que vous venez de sentir. Mais sur le vrai bateau. Le vrai, bien plus grand que celui que je viens de toucher. C'est la partie inférieure du miroir. Quelle est la fonction de ce miroir? C'est juste une façon de construire la poupe. Mais vous pouvez aussi faire une poupe pointue. Ici, on a choisi de faire la poupe plate pour y placer des trous de canon et des sculptures. Et c'est peut-être plus résistant aussi. Non, ça change rien. Si le maître d'œuvre est bon, il fera un bon bateau. Eh bien, nous verrons ça dans quelques années, quand vous aurez terminé. Ces navires de guerre servent de modèle à la construction des navires de commerce. Ces navires de guerre, ils avaient pour mission de protéger les bateaux de commerce et aussi de conquérir de nouveaux territoires. Tout à fait. Ils protégeaient les bateaux de commerce, mais découvraient et protégeaient également les nouvelles terres. En fait, j'ai vraiment l'impression que la puissance de ce petit pays venait vraiment de sa flotte. C'est étonnant. C'est étonnant en effet, car les Pays-Bas sont un tout petit pays mais très célèbre, surtout pour son âge d'or. Nous étions des maîtres en construction de ce type de navire. L'un des plus petits pays qui possède l'un des plus grands empires. Oui, c'est vrai. Les empires coloniaux s'affrontent sur les océans. Leur objectif, le contrôle des voies maritimes commerciales. La création en 1602 de la Compagnie des Indes orientales, considérée comme la première multinationale, marque le début du règne d'Amsterdam sur le commerce mondial. Elle contrôle les importations de produits de luxe, les épices en particulier. Le Batavia est mis en service en 1602. Avec Hans, je vais tenter d'imaginer les conditions de vie de ces marins. Pourquoi ce bateau s'appelle-t-il Batavia? Batavia, c'est un nom très spécial. La ville de Jakarta en Indonésie s'appelait alors Batavia. Ah, donc c'était aussi le nom d'une ville des colonies. Et combien y avait-il de personnes dans ce bateau? En totalité, si on additionne l'équipage, les soldats et les passagers, ça fait 335 personnes. Sur ce bateau? Oui, sur ce bateau. Il n'y avait pas de place pour l'intimité ici. Ah non, c'est sûr. Il n'y avait pas de chambre. Les artificiers dormaient à côté de leur canon, par exemple. Sur les convois de la compagnie, une centaine de soldats embarquent. Certains assurent la défense des navires, d'autres seront envoyés dans les colonies pour les protéger. C'est immense ce bateau. Oh oui. Donc qu'est-ce que c'est? Un gros canon? Oui. Et combien de canons comme ça y avait-il sur ce navire? Sur ce navire, 24. Mais ce bateau faisait uniquement du commerce avec Java. Ce n'était pas un bateau de guerre. Les canons, c'est pour la protection des marchandises. Les manœuvres, en particulier en cas d'attaque, sont dirigées depuis cette cabine. Où sommes-nous maintenant? Là, nous sommes dans la cabine de commandement. Ah, sûrement la meilleure pièce ici. Le capitaine s'asseyait à sa table, les hommes de la compagnie également. C'étaient eux les vrais patrons sur le bateau. C'était les directeurs en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et on utilisait déjà des outils de navigation à l'époque? Oui, nous avons un exemple là. Montrez-moi. Mais ce n'était pas très efficace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle un bâton de Jacob, qui permet de déterminer la distance des côtes. Ça donne la position du bateau. Pas vraiment, ça fait surtout beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, le Batavia a eu un accident près de la côte ouest australienne. Il s'est approché bien trop près des côtes.
Et il a chaviré. Oui, il a chaviré et beaucoup de monde a péri. Le naufrage du Batavia fut l'un des plus meurtriers du XVIIe siècle. Seulement un tiers des passagers a survécu. Chaque année, entre 100 et 200 navires reviennent les cales chargées de produits des colonies. En un siècle, Amsterdam devient la ville la plus riche et la plus attractive d'Europe. Vincent est historien. Avec lui, je découvre comment la ville a été transfigurée par cet essor. Tout a commencé au XIIIe siècle, autour de la place Dam. Elle forme un barrage sur la rivière Amstel, qui se jette dans la mer.